Bien, bonjour. Au fait, je vais commencer en rebondissant sur quelque chose que j'ai entendu là de vous deux, qui est ce dont on a besoin. Alors, moi que je suis un pionnier, ami et accompagnant des soins palliatifs depuis aussi très longtemps, je dirais que la question économique, oui, effectivement, on ne peut pas ne pas parler de la question économique, non? Mais je pense que dans tous les cas, ce dont on a vraiment besoin, c'est de pouvoir transmettre de quoi il s'agissait pour nous dans les soins palliatifs, de quoi il est question vraiment dans les soins palliatifs. Je crois qu'il est très très important pour justement cette relève normale, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir un tout petit peu qu'est-ce qu'on défend, vous voyez, parce que avec cette attaque bulldozer contre les services publics qui subit pas que la France, je suis argentin, en Argentine, on a, vous savez, ils se sont dévoilés parce qu'ici à Macron, là-bas c'est Macri, mais c'est la même porquerie. Alors donc, face à cette comme ça, agression contre les services publics, contre la santé, parfois, effectivement, on est obligé d'essayer de survivre. Et survivre, ça veut dire penser à la survie économique. Mais il y a un piège si on ne fait que défendre l'économique parce qu'on se met à discuter dans un langage qui n'est pas tout à fait le nôtre, n'est-ce pas? Pour nous, l'hôpital, les services publics, l'éducation publique est quelque chose qui est l'objectif en soi. Et quand on nous oblige à discuter que des sous, il y a quelque chose dans lequel on est déjà dans le terrain de l'autre, n'est-ce pas? Qui est le terrain dans lequel l'hôpital, l'éducation nationale, les services publics sont des entreprises comme les autres qui doivent gagner des sous. Et nous devons dire que non, on n'est pas là pour gagner des sous. Dans toute démocratie avancée, il existe le principe de péréquation, c'est-à-dire qu'il y a, vous savez, attendez, parce que je ne sais pas vous, mais moi je suis chaud. Merci. Le principe de péréquation, c'est ce qu'ils font mes éditeurs, par exemple. Ils disent, bon, ils ne gagnent pas énormément de sous, mais ça vaut la peine. Et alors, ils publient un autre qui fait un best-seller, et avec ces sous-là, ils continuent à vivre, vous voyez. Bon, ce principe-là est un principe démocratique, dans lequel, effectivement, on ne demande pas à chaque institution, à chaque hôpital, à chaque école et à chaque individu, puisque n'oubliez pas que nous sommes tous des entreprises individuelles performantes, n'est-ce pas? Eh bien, d'être rentables. Alors, je vais essayer, on m'a demandé d'être court pour pouvoir échanger, ça me semblait très bien. Je vais essayer de dire, dès mon point de vue, voilà, comme on disait à l'époque, un compagnon de route des soins palliatifs, de dire ce qu'à mon avis aujourd'hui est en jeu dans cette transmission de l'essentiel, de vraiment notre raison d'être, que c'est ce que nous devons défendre et exiger au nom de cette raison d'être les moyens. Alors, bon, je me présente rapidement en tant que chercheur. Je travaille dans la recherche depuis presque 40 ans. J'ai commencé là-dessus avec Francisco Varela, que certains parmi vous connaissent, à la Salpé. Je travaille dans une interface entre la biologie et l'épistémologie, c'est-à-dire aujourd'hui, mon travail depuis déjà une vingtaine d'années va dans le sens d'essayer de comprendre quelque chose que pour l'équidam paraît évident, mais qui, d'un point de vue technoscientifique, n'est pas du tout évident, qui est-ce qu'il existe une différence entre les vivants et la machine digitale ou robotique, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la recherche, dire qu'il y a une différence ne va pas du tout de soi. Dire qu'il y a une singularité ne va pas du tout de soi. Je vais essayer de vous dire en quoi ces contextes-là nous regardent et en quoi nous avons, je dis un nous amical, nous avons quelque chose à défendre justement là-dedans d'une certaine éthique de la clinique. Alors, cette histoire de l'assimilation du vivant à une machine performante, à la machine digitale, pour aller vite, pour rester dans l'histoire française,
commence il y a déjà plus de 30 ans avec un bouquin manifeste de Jean-Pierre Changeux qui s'appelait L'homme neuronal. Dans ces bouquins-là, ce que Jean-Pierre explique, et qu'aujourd'hui est devenu doxa dominante, est qu'on était, dit-il, en condition d'abolir la frontière qui divise le mental du neural, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout est neural, tout est des circuits intégrés. Et un deuxième pas, qui est de dire le neural fonctionne comme une machine digitale, n'est-ce pas? Comme la cybernétique, comme un appareil cybernétique. À partir de là, tout se développe dans le sens d'assimiler, par une hypothèse aujourd'hui dominante, des continuités entre la machine et le vivant. Tout se développe dans le sens de concevoir le vivant comme une machine modulaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est le concept de l'être humain en tant qu'un agrégat modulaire dans lequel on peut changer des modules, on peut remplacer des modules. C'est tous les délires, bon, excusez-moi, pour moi, délires autour des cellules mères, vous voyez, les cellules souches, ils vont, si vous avez un problème au cœur, ils vous mettent des cellules souches et blablabla, mais ça différencie le fond du cœur, etc., n'est-ce pas? Et alors, moi, j'ai travaillé beaucoup dans une certaine naïveté, c'est-à-dire que d'abord, j'essayais de chercher à comprendre. J'ai travaillé beaucoup à partir de l'implant cochléaire, parce qu'effectivement, quand même, ce n'est pas rien ce qu'on sait aujourd'hui du cerveau. Je parle du cerveau parce que c'est là-dessus que je travaillais, n'est-ce pas? Ce n'est pas rien, cette technologie. Mais cette technologie qui n'est pas rien, et qui est très importante, et que toute position technophobe serait ridicule, eh bien, le problème de cette technologie, c'est qu'elle est devenue le modèle à travers lequel nous faisons la recherche et nous appliquons nos protocoles cliniques et pédagogiques aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle en pédagogie la pédagogie des compétences, qui consiste à considérer l'être humain comme une table rase qui aurait des compétences positives et des compétences négatives, que nous pouvons éliminer les compétences négatives pour mettre des compétences positives. C'est la même vision dans la médecine modulaire, vous voyez. Dans cette médecine modulaire, dans cette assimilation de l'être humain à une machine performante, nous sommes arrivés jusqu'au point, disons le point le plus visible, est celui de cette personne très dangereuse, ridicule mais très dangereuse, qui est Laurent Alexandre, que vous savez, certains parmi vous connaissent, qui a écrit ces fameux, et ça nous regarde directement, La mort de la mort. C'est-à-dire tout ce chômage, vous. La mort de la mort. Alors, avec Laurent Alexandre, pendant quelques temps, jusqu'à que je me suis rendu compte que c'était ignoble de continuer à dialoguer avec lui, on a fait des dialogues contradictoires dans lesquels, effectivement, il disait, Miguel, il est bioconservateur. Parce que je pensais quand même que la mort fait partie de la vie. N'est-ce pas? Qu'on ne pouvait pas dire, que je ne voyais pas qu'est-ce que ça vient vouloir dire une vie sans mort. Eh bien, ce qui veut dire une vie sans mort, ou l'homme modulaire, veut dire que pour l'être humain conçu comme une machine digitale, modulaire, etc., tout doit être possible. C'est la consigne actuelle qui s'appelle une consigne progressiste, et tous ceux qui disons pas tout est possible, on est devenus les conservateurs, n'est-ce pas? Or, effectivement, l'hypothèse centrale dans les soins palliatifs, malheureusement pas dans toute la médecine, mais quand même dans les soins palliatifs, c'est quand même que pas tout est possible, vous voyez. C'est-à-dire que nous devons avoir un principe d'humilité, pas une humilité triste, n'est-ce pas, une humilité joyeuse, de dire il y a une frontière, il y a des limites, n'est-ce pas? Et ces limites-là, nous devons pouvoir les comprendre non pas comme des bornes, vous voyez. Il y a le philosophe Kant, il fait une différence très claire et très intéressante entre limites et bornes. Il dit, les bornes, c'est ce qui nous empêche de déployer notre puissance. Les limites, au contraire, c'est ce qui permet de déployer la puissance. Alors pour cela, Kant il va prendre un exemple qui va dire, il critique Platon avec son idéalisme, et alors il dit, il se comporte comme cette colombe qui croit que s'il n'y avait pas la résistance de l'air, elle pourrait voler beaucoup mieux. Vous comprenez? C'est-à-dire, cette colombe-là, c'est l'idéologie dominante aujourd'hui. Hein. Comment vaincre la résistance de l'air pour voler mieux?
Or, bon, effectivement, d'un point de vue empirique, s'il n'y avait pas la résistance de l'air, la colombe s'écrase par terre comme une pizza et ciao, n'est-ce pas? Et alors donc, Kant va dire, effectivement, ça c'est la différence. La différence, c'est qu'il y a des limites, et ces limites-là rendent possible l'envol de la colombe. En borne, c'est quoi? En borne, ça serait si on attache une aile de la colombe. Et alors là, il faut utiliser toute la technique possible pour permettre une médecine de la réparation, une médecine de l'aide, une médecine du soin, de l'attention à l'autre, pour permettre que l'aile bouge. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une contrebande. Et la contrebande consiste à faire passer toute limite comme une borne qui doit être dépassée. Or, effectivement, nous sommes ceux qui faisons la pédagogie, la clinique, pas tout est possible. C'est pas tout est possible aujourd'hui, c'est ce que nous devons pouvoir défendre. Pourquoi? Parce que, justement, nous sommes confrontés à cet autre de winner or loser, non? À cet autre de l'idéologie de tout est possible, de la force, non? À cette idéologie transhumaniste de l'augmentation du corps qui nous propose de bien fonctionner. Voyez? Bien fonctionner. On veut fonctionner bien. Qui ne veut pas bien fonctionner? Le problème, c'est qu'on a du mal à savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà du fonctionnement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du fonctionnement? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de bien ou mal fonctionner? Eh bien, classiquement, ce qu'il y a de bien ou mal fonctionner, c'est l'exister. Et cet exister en médecine, c'est Canguilhem qui le définit très clairement. Quand il va dire un organisme est sain, il préfère toujours suivre son destin, même au risque de sa survie. Vous comprenez? Canguilhem, il ne va pas dire qu'un organisme sain est un organisme auquel on a changé les modules, on a corrigé les protocoles pour qu'il fonctionne mieux, ou bien. Canguilhem, il parle de suivre un destin, de cette intimité avec soi-même, cette intimité avec soi-même dans laquelle, quand même, les êtres vivants, et les humains en particulier, eh bien, nous sommes des êtres d'essence, c'est-à-dire le fonctionnement qu'en physique ou en philosophie s'appelle l'opérationnalisme, n'est-ce pas? L'opérationnalisme, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Eh bien, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas d'une sorte de promiscuité au-delà de toute intimité, au-delà de toute non-transparence, vous voyez? C'est-à-dire, nous savons ce qui est fonctionné, nous pouvons faire une évaluation, évaluer les fonctionnements d'un organisme à partir d'une grille, et nous, à partir de cette grille-là, nous pouvons savoir s'il fonctionne ou s'il dysfonctionne. Ce que nous avons à transmettre, ce que nous avons à ne pas perdre, c'est à quoi nous devons réfléchir, c'est justement que notre clinique, notre rapport éthique au monde et à la vie, est ce rapport-là qui se situe au-delà du fonctionnement. Il n'existe pas la possibilité d'exister sans fonctionner, mais simplement, à l'instar de ce que je disais au départ, n'est-ce pas, de où on met les sous. On met les sous avant notre raison d'être ou après notre raison d'être. Eh bien, dans l'exister et fonctionner, c'est la même logique, n'est-ce pas? Comme ils disent les Français, ne pas mettre la charrue avant le bœuf, n'est-ce pas? Que c'est ce qu'on n'arrête pas de faire. Alors, tout à coup, on se dit, comment doit fonctionner quelqu'un qui est en train de mourir? Vous voyez? Eh bien, c'est justement la question à laquelle il ne faut pas arriver, n'est-ce pas? C'est la question à laquelle il ne faut pas arriver. Pourquoi? Parce que notre objectif devrait être de reconstruire, reproduire cet espace d'intimité dans lequel la personne existe dans cette profondeur non panoptique, non transparente, non évaluable. Cette personne dans laquelle, tout à coup, comme on veut une certaine médecine un peu virile, un peu conquérante, on n'a pas à donner des informations vraies sur l'état à M. Dupont. Parce qu'une information, vous imaginez que l'information, ce n'est pas que le PSG a gagné ou perdu, non? C'est l'information que tu as pour 3 mois et 2 jours, par exemple, non?
Eh bien, cette information n'est pas une vérité. Ce n'est pas une vérité. Dans le monde de l'existant, dans le monde du vivant, ce qu'on peut rapprocher à l'idée de vérité est ce qui est une vérité dans et pour la situation. Et ce n'est pas assimilable à une information, vous voyez. Pour quelqu'un, la vérité, dans certains moments, est à découvrir, est à définir, et peut-être, pour être vrai à ces moments-là, pour être authentique, pour exister à ces moments-là, eh bien, il faut, y compris, cacher certaines informations, vous voyez. Tout ce qui va dans le sens d'une médecine panoptique, d'une médecine du fonctionnement, d'une médecine modulaire, effectivement, eh bien, va dans le sens d'une réduction de plus en plus forte du vivant à la machine. Cette assimilation-là, je vous assure, dans mon travail quotidien, parfois ça prend des allures comiques. Il y a 2 ans, à Nice, on a organisé un petit colloque avec 6 chercheurs. J'avais sorti un bouquin sur le cerveau, avec 6 chercheurs qui travaillaient sur le cerveau, et les Sud-Coréens qui avaient perdu les championnats de Go avec la machine, AlphaGo, ça s'appelle la machine. Alors, l'objectif du colloque, avec un public aussi, était de voir s'il y avait une différence entre les Sud-Coréens et la machine. Alors, les Sud-Coréens étaient là, la machine non, il y avait une photo. Et moi, je pensais à la personne qui servait le café ou la personne qui faisait la sécurité, il devait penser que c'était une assemblée de barjots. Parce qu'on est tous là, n'est-ce pas, avec Bac plus 300, en train de se dire, y a-t-il une différence entre les Sud-Coréens et la machine, n'est-ce pas? Et le plus intéressant, c'est quand même que les Sud-Coréens, ils disaient que non, qu'il n'y avait aucune différence, n'est-ce pas? Que la seule différence était quantitative, vous voyez? Et là-dessus, les Sud-Coréens étaient avec la doxa dominante, c'est-à-dire c'est le principe de continuité. Entre la machine et lui, la différence était quantitative. Eh bien, alors chacun a expliqué, il y avait bien entendu la classique neuroscientifique, comme on appelle maintenant la neurophysiologie, la neuroscientifique qui travaillait sur, vous savez, la chimie de l'amour, qui explique que finalement être amoureux, c'est une question d'ocytocine, dopamine, etc. L'autre, bon. Et principe démocratique contradictoire français, vous savez, s'oblige, il y avait un idiot qui n'était pas d'accord, c'était moi. Et alors, à la fin, tous me regardent et disent, mais, et alors, vas-y, quelle est la différence? Quelle est la différence? Et alors, bon, je vais vous la faire courte, mais au fait, la différence, du point de vue des chercheurs, non, du point de vue de mes hypothèses de recherche, c'est que le seul problème, c'est que AlphaGo n'a pas gagné, parce qu'AlphaGo n'a pas joué. Vous comprenez? Parce que jouer ne signifie pas qu'une calculette performante fasse une série de calculs. Vous comprenez? Jouer signifie quelque chose que, exactement ça, signifie quelque chose. Vous comprenez? Jouer signifie explorer la puissance, explorer les limites. Jouer signifie justement que comme pas tout est possible, comme il y a des corps et que les corps, parce que limités, ils limitent, jouer signifie un désir, signifie un principe de subjectivité. Les petits chats jouent, les petits chiens jouent, n'est-ce pas? Alors, effectivement, la différence ne rentrait pas dans les grilles d'analyse des chers collègues, comme on dit, pour ne pas parler mal de l'autre, vous savez. Et alors, ça ne rentrait pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, cette différence-là, la différence qui dit, eh bien, le problème, c'est que l'intelligence artificielle, elle est plutôt artificielle qu'intelligente, eh bien, ça ne rentrait pas dans les grilles. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une intelligence, effectivement, du cerveau, il y a quelque chose qu'on peut appeler l'intelligence du cerveau, que depuis quelques années, des chercheurs ils ont montré les rapports avec les biotopes intestinales, par exemple, parce que personne n'a jamais vu un cerveau qui est là et le bonhomme qui est là-bas, n'est-ce pas? Le cerveau, il est dans un corps. Que ce corps-là, il est parmi les corps, n'est-ce pas? Et que cette intelligence, eh bien, cette intelligence ne peut pas être calculée, démontrée et modélisée de la même façon qu'on peut modéliser les algorithmes. Alors, le problème, c'est justement
dans cette assimilation du vivant et du cerveau à l'algorithme. L'algorithme veut dire quelque chose de très concret, veut dire calculabilité. Or, vous le savez peut-être, même Turing, le papa de la cybernétique, il disait que déjà dans l'arithmétique, pas tout est calculable. Vous imaginez, dans l'arithmétique, pas tout est calculable. Alors, pour les vivants, eh bien, comment on fait pour calculer tout? Comment on fait pour algorithmiser les vivants? Eh bien, on procède à une réduction de ces vivants, qu'on l'assimile par la force à la machine. Eh bien, notre problème est celui-là. Notre problème, c'est comment nous pouvons apprendre, non pas à devenir technophobe, à se méfier de la machine, etc. Notre problème et notre défi est comment nous pouvons hybrider cette force technique. L'hybridation, ça veut dire ça, deux natures différentes qui s'associent, se mélangent pour donner une troisième. Dans la théorie de la continuité, il n'y a pas d'hybridation, vous comprenez, parce que c'est la même nature. Alors, comment nous pouvons, en tenant compte de la singularité du vivant, procéder à des hybridations? Alors, moi, je vais vous dire juste un point qui, à moi, me semble fondamental et qui est très compliqué à appliquer dans la recherche et dans la clinique concrète. Il s'avère que ce que nous appelons les vivants, ce que nous appelons cette différence qualitative entre l'intelligence, l'affection, la subjectivité du vivant et la machine, nous ne pouvons pas scientifiquement la démontrer de la même façon que nous démontrons ce qui est calculable. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous ne pouvons pas produire un algorithme de ce qui n'est pas algorithmisable. Mais ça, qui est l'argument majeur pour tous les transhumanistes avec leur délire, pour nous critiquer et dire « mais vous ne pouvez pas présenter en positive cette singularité », figurez-vous qu'en physique ou en mathématiques, ne pose aucun problème. Ça s'appelle le résultat négatif. C'est quoi un résultat négatif? Un résultat négatif, par exemple, votre compatriote Poincaré, il a développé ce qu'on appelait un système de 3 corps. Il va dire, dès qu'il y a 3 corps dans l'espace, je ne peux pas déterminer le devenir du système. Vous comprenez? C'est-à-dire que dès qu'il y a 3 corps dans l'espace, alors il ne dit pas j'ignore. Il ne dit pas j'ignore le devenir du système. Il dit je ne peux pas le définir. Donc Poincaré définit là un non-savoir qui n'est pas de l'ignorance, un non-savoir qui établit une altérité avec le négatif, vous comprenez? Une altérité. Mon savoir doit se coltiner avec un non-savoir. Heisenberg, le physicien, pareil. Quand il va définir la loi de la relativité, il va dire, les principes d'incertitude, les principes d'incertitude, dans les principes d'incertitude d'Heisenberg, il va dire, je ne peux pas connaître en même temps la position et la vitesse d'une particule. Alors, ça veut dire quoi? Il ne dit pas, pour le moment j'ignore, il ne dit pas, oh là là, on a un problème là parce qu'il faut essayer de comprendre ça. Il détermine concrètement une impossibilité de savoir qui structure, qui limite, vous comprenez, qui borde et structure le savoir positif. Vous comprenez? Nous devons comprendre, nous devons essayer de comprendre que tout savoir, il est borné, ça tombe mal là, il est bordé par ces non-savoirs qui est cette altérité qui les structure. Vous voyez, dans le cas d'Heisenberg, voilà, c'est-à-dire effectivement l'axiome à partir duquel je ne peux pas connaître la vitesse et la position d'une particule n'est pas une ignorance, est un non-savoir qui n'est pas de l'ignorance. Bien, comme ça de suite, dans toutes les sciences dites exactes, on accepte que ces non-savoirs, et même dans les principes de réfutabilité des Poppers, est un principe qui permet de dire cette théorie est scientifique ou pas. En biologie, en médecine, en psychologie, on n'accepte pas ça. On prétend
on rend compte de la singularité du vivant, de la singularité de l'intelligence humaine, de la sensibilité, etc., de la subjectivité, on prétend qu'on rend compte de ces non-savoirs en termes positifs. Eh bien, nous devons travailler dans ce sens-là. Nous devons travailler dans le sens de légitimer, de rendre noble, n'est-ce pas, ces non-savoirs, cette fois-ci, sur l'autre, sur les patients, sur la situation dans laquelle je suis, n'est-ce pas? Nous devons rendre noble, nous devons pouvoir théoriser, nous devons pouvoir assumer ces non-savoirs qui n'est pas de l'ignorance. On ne doit pas se laisser intimider par les technophiles de tout poil qui prétendent que, effectivement, le seul objectif, c'est arriver à un savoir panoptique, complet et consistant sur notre malade pour savoir comment ça fonctionne. Je pense que si nous avons quelque chose à transmettre, c'est cette médecine, cette éthique de la médecine, de l'enseignement, n'est-ce pas? Cette éthique humaine, non? À travers laquelle, effectivement, nous pouvons résister à cette folie panoptique d'un savoir total, de tout est possible, d'une toute maîtrise, qui est aujourd'hui, sous des formes très techniciennes, pleines de calculs, la figure de la métaphysique et de l'obscurantisme. Les vrais obscurantismes aujourd'hui se cachent derrière cette métaphysique de la Singularity University, des transhumanistes, de tous les technophiles du tout est possible. Eh bien, si nous avons quelque chose à transmettre, et c'est que moi j'interprète des côtés, mais en accompagnant l'histoire des soins palliatifs, et que dans les soins palliatifs, il s'agit de cette réalité qui a des corps, qui a la fragilité, qui a la mort, que la mort fait partie de la vie, et que la médecine ne peut pas continuer à être vue comme l'entreprise virile et conquérante contre la noirceur de la maladie et la mort. La défense de cette médecine de la complexité, de cette médecine qui résiste à cette folie, eh bien, les soins palliatifs, pour moi, sont un exemple. Et la défense des soins palliatifs signifie pas seulement la défense de votre essence, mais peut-être ce qui pourra résister dans la médecine, par ailleurs, big data, la médecine du diagnostic en absence du patient et du médecin, n'est-ce pas, etc. C'est peut-être cet esprit qui aujourd'hui est absolument nécessaire pour résister à cette autre logique, parce que la logique de tout est possible technophile est exactement la même logique comptable qui veut que l'hôpital et que les soins palliatifs et que l'éducation soient qu'une affaire de sous. Alors donc, j'avais préparé là des choses que j'ai oublié de dire, mais dans tous les cas, ce que je propose, c'est qu'on passe... non, c'est ça, on m'avait demandé d'être... donc, je vous remercie de votre attention, mais en revanche, peut-être on pourrait dialoguer un peu.